Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la sexualité des animaux. Le dernier épisode de cette série date d'il y a une éternité, mais le temps est passé tellement vite que j'ai littéralement l'impression que c'était il y a seulement quelques semaines. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ce genre de sujet vous plaît, histoire de me rappeler d'en faire plus souvent. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne et l'aider à grandir, j'ai créé une page Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Bien entendu, c'est totalement facultatif et la chaîne restera gratuite pour vous, mais je m'étais dit que c'était peut-être un moyen utile pour faire progresser la chaîne de façon un peu plus rapide. Je tiens également à remercier les personnes qui ont déjà contribué à m'aider, dont je vous affiche le nom actuellement, car j'enregistre lorsque j'ai créé la page, et donc je n'ai pas encore la liste complète des personnes qui vont me donner. Sur ce, commençons véritablement la vidéo. C'est l'été. Vous n'avez pas manqué, si vous jardinez un peu, de pester sur ces insectes qui ravagent les cultures, en suçant la sève de vos plantes, les affaiblissant au passage, diminuant même la qualité de vos récoltes tout en favorisant certaines maladies. Lorsque vous en voyez quelques-uns sur votre plante, vous pouvez avoir l'assurance qu'en moins d'une semaine, plusieurs centaines de ces suceurs de sève s'attaqueront sans vergogne à la pousse de votre garde-manger. Mais comment se fait-il que ces petits arthropodes, semblant si anodins au premier abord, soient en mesure de pulluler aussi rapidement au point de mettre en danger des récoltes ? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'intéresser à leur stratégie reproductive qui est plus qu'exceptionnelle. À l'instar de nombreux insectes sociaux, nos petits parasites ont adopté un mode de reproduction haplodiploïde. Enfin, avec de légères subtilités dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Cela signifie que les mâles naissent de non fécondés, tandis que les femelles vont elles naître de fécondés. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce mode de reproduction, je vous renvoie directement à cette vidéo traitant de ce sujet chez la reproduction des abeilles pour en apprendre plus. En soi, ce n'est pas vraiment ça qui fait vraiment l'efficacité des pucerons en termes de reproduction. Car les aphides profitent d'une autre tactique reproductive tout aussi agressive. Cette dernière permet de multiplier en un temps extrêmement réduit la taille d'une population sans avoir besoin de déployer beaucoup d'efforts à cette fin. Cette dernière a elle aussi été abordée dans une précédente vidéo sur la chaîne concernant la reproduction chez de petits arthropodes aquatiques nommés les rotifères bdelloïdes. Je veux bien sûr parler de la parthénogénèse. Même plus spécifiquement de la parthénogénèse télitoque. Les femelles pucerons sont en effet en mesure de se reproduire de façon asexuée, c'est-à-dire sans accouplement, en donnant naissance directement à des clones d'elles-mêmes. Mais là où les insectes passent habituellement par différents stades, où il va y avoir un œuf duquel va sortir une larve, qui va passer par plusieurs stades larvaires au cours de ces mues avant d'atteindre la phase adulte que l'on appelle l'imago, les pucerons vont eux directement donner naissance à d'autres femelles parfaitement formées et autonomes. Ce sont donc des versions miniatures des adultes qui vont dès la naissance pouvoir piquer la plante pour se repaître goulûment de sa délicieuse sève sucrée. En réalité, ce qui est véritablement exceptionnel chez les pucerons, c'est que dès leur naissance, les bébés, qui sont des femelles, sont déjà gravides. Leurs ovaires sont avant même leur naissance en train de se préparer à créer la génération suivante, dont le développement va se synchroniser avec la croissance de l'animal pour que la naissance coïncide avec la mue imaginale lorsque la femelle fait enfin sa dernière mue pour devenir adulte. Avec une telle capacité de reproduction, les générations s'enchaînent à une vitesse effrénée, au point qu'une seule saison estivale peut voir plus de 40 à 50 générations différentes se succéder. Imaginez un petit peu, ça donne environ une nouvelle génération tous les 2 jours grosso modo. Théoriquement, une femelle seule, née au tout début du printemps, pourrait avoir avant l'arrivée de l'hiver une descendance dépassant le milliard d'individus. Heureusement quand même qu'il y a pas mal de choses qui viennent limiter cette prolifération afin d'amoindrir l'explosion démographique. Mais en dépit de cette réduction active de la population par tous les organismes appréciant se délecter des pucerons, on comprend mieux pourquoi leur croissance exponentielle a vite fait devenir à bout des plantes les plus vigoureuses.
Qu'à cela ne tienne, lorsque la population devient beaucoup trop importante, que la nourriture commence à manquer, ou qu'une source de stress quelconque se manifeste, une modification de l'expression génétique dans la colonie va entraîner la naissance d'un nouveau type de nymphe. Ces dernières vont devenir une fois adultes des femelles ailées, avec des ailes, pas qui font du zèle, dont la mission est de quitter la colonie qui les a vues naître pour aller fonder leur nouvelle famille un peu plus loin grâce à leur mobilité accrue par leur capacité de vol. Malgré leur capacité incroyable à se déplacer et à se multiplier à toute vitesse, nos petits arthropodes souffrent malgré tout d'un ennemi redoutable contre lequel ils ne peuvent fuir. Mus par l'implacable avancée de notre planète sur son orbite, les frimates de l'hiver, ne faisant strictement aucun cadeau, sont en mesure d'éradiquer minutieusement un par un tous les insectes qui oseraient avoir le nez dehors au moment de leur arrivée. Bref, il n'y a plus rien à bouffer et on se gèle les meules. Autant dire que les chances de survie des pucerons flirtent tout comme le thermomètre dangereusement avec le 0 à ce moment-là de l'année. Depuis le temps que les insectes arpentent notre bon vieux plancher des vaches, ils ont eu largement le temps de trouver une forme leur permettant de passer sans encombre les saisons hostiles. Cette dernière est toute trouvée, il s'agit de l'œuf. Oui, aucun puceron ne va survivre à la fin de l'hiver, mais au moins l'espèce va, elle, survivre et c'est le plus important pour la transmission des gènes. Seul souci, pour pondre un œuf, il faut des mâles. Et à l'heure actuelle, la colonie est composée exclusivement de femelles comme je vous l'ai dit. Eh bien, il suffit alors de faire appel à l'autre stratégie de reproduction de nos suceurs de sève, à savoir, je vous en avais parlé, l'aplodiploïdie. Pour les femelles, il suffit simplement de donner naissance à des rejetons qui sont haploïdes, et pouf, voilà des mâles. Et comme pour les femelles clonées, le mâle va naître directement formé, prêt à se mouvoir. Une fois adulte, il va alors pouvoir s'accoupler avec toutes les femelles autour de lui, afin que ces dernières puissent pondre les fameux œufs qui passeront l'hiver. Alors oui, si vous vous posez la question, ces femelles sont bien toutes des clones de la femelle ayant fondé cette colonie, ce qui veut dire que non seulement le mâle s'accouple sans vergogne avec ses sœurs, ce qui déjà en soi n'est pas terrible, mais ses sœurs sont également des clones de sa mère à lui, donc c'est comme si il s'accouplait avec sa mère. Pire encore, comme il est également un clone de sa mère, seulement en version haploïde, c'est un peu comme si finalement il s'accouplait avec lui-même. Vous trouvez ça dégoûtant ? Eh ben vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Accrochez-vous bien. Parce que les mâles sont des snipers hyper doués. En effet, les femelles ont tout un système reproducteur parfaitement fonctionnel. Après tout, c'est avec ça qu'elles donnent naissance jusqu'à parfois 10 fois par jour. Mais le mâle n'a pas de temps à perdre avec la jante féminine et la bagatelle. Il n'a que faire de les approcher, de leur faire la cour, puis de se reproduire avec elles. Non, lui, il va à distance viser les femelles avec son pénis long rifle, muni d'une lunette de visée, et tirer une giclée de sperme sur cette dernière avec une force telle qu'à l'impact, la goutte de sperme va carrément transpercer l'exosquelette de la femelle. Une fois dans le corps de cette dernière, les spermatozoïdes ont pour mission de se diriger d'eux-mêmes vers les ovaires afin de féconder les œufs qui s'y trouvent. Bon, déjà c'est un mode, on va pas se mentir, de reproduction qui est extrêmement violent et douloureux, surtout pour la femelle. Imaginez un peu, c'est comme si vous vous preniez une flèche en plein milieu dans le corps. Et pas une petite flèche d'ailleurs, parce que le volume que va éjaculer le mâle en une seule fois peut représenter jusqu'à 1/3 de la masse de son corps. Il ne rigole absolument pas quand il s'agit de partager son jus de Tchad mâle alpha ultime. C'est un peu comme si pour nous, humains, il était possible pour une personne de 70 kg d'éjaculer l'équivalent de 23 litres d'un coup. Énorme! Après ça, le mâle se remet rapidement à table afin de reconstituer ses réserves dans le but de réitérer son entraînement au tir le plus rapidement possible. Avec la chute des températures ainsi que la raréfaction des sources de nourriture, les pucerons vont petit à petit disparaître, laissant alors aux plantes une saison de relative quiétude pour se confronter aux frimas de l'hiver. Les œufs de pucerons, tous fécondés et donc contenant exclusivement des femelles, vont se développer tout au long de l'hiver, et leur éclosion coïncidera avec le redémarrage de la végétation, assurant ainsi une nouvelle année de parasitisme à sucer la sève et à se reproduire à toute vitesse. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les pucerons, qui sont une véritable plaie non seulement pour l'agriculture, mais également pour toutes les personnes amoureuses des plantes, ont adopté une stratégie de reproduction extrêmement efficace reposant sur 3 principes simples, mais affreusement agressifs lorsqu'ils sont utilisés de concert. Le premier est bien sûr le recours à une reproduction tirant majoritairement profit de la parthénogénèse télitoque, c'est-à-dire que les femelles sont capables par clonage et sans avoir besoin du moindre accouplement, de donner naissance à des clones d'elles-mêmes.
Ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir des colonies où 100% des individus sont en mesure de se reproduire. Et cette technique est employée avec une efficacité stratosphérique par ces insectes, dont les femelles peuvent, en fonction de la taille et des espèces, donner naissance à 5 à 20 clones par jour. Le deuxième est de donner naissance à des individus parfaitement formés et autonomes, capables de se débrouiller à la seconde même de leur naissance, mais qui, de surcroît, vont être des femelles étant déjà en gestation de la génération suivante. Le développement de ces futurs clones qu'elles portent dans leur ventre, à peine nés, va s'adapter à leur croissance afin qu'elles soient en mesure de les mettre au monde quelques minutes à peine après avoir effectué la toute dernière mue pour devenir enfin un puceron adulte. Enfin, le troisième principe qui rend les deux autres précédents encore plus efficaces est le recours à une différenciation sexuelle via l'aplodiploïdie. Ainsi, la femelle peut décider de féconder un œuf pour engendrer une autre femelle, ou bien de ne pas le féconder pour engendrer un mâle. Ces trois tactiques vont, de manière combinée, pousser toutes ensemble vers le meilleur des pucerons en termes de reproduction, leur permettant en un seul été d'avoir plus de 40 générations qui se succèdent à un rythme effréné, mais également assurant qu'une seule femelle née au tout début du printemps, de l'éclosion d'un œuf ayant passé l'hiver, pourrait en principe, dans des conditions idéales, être à l'origine d'une lignée de près d'1 milliard d'individus. Rappelez-vous donc, quand vous trouverez des pucerons sur vos plantes ou vos cultures, que malgré le désagrément parfois monumental que peuvent avoir ces derniers, leur stratégie reproductive relève d'une parfaite utilisation de 3 tactiques différentes, rendant leur prolifération extrêmement rapide, pouvant affaiblir les plantes et les laissant parfois à l'article de la mort. Voilà, c'est donc la fin de cette nouvelle vidéo de techniquement ce qu'il faut savoir sur la sexualité des animaux. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.